Bonjour, bienvenue à la COC aujourd'hui. Donc c'est assez particulier parce que c'est l'un des premiers événements de retour avec le présentiel, même si on sait qu'à partir de demain, les jauges redeviendront classiques, en tout cas on l'espère le plus longtemps possible. Donc cet événement a eu lieu il y a 2 ans. L'année dernière, on a essayé de le faire, mais on n'a jamais eu une plage de 3 mois pour pouvoir le positionner. Cette année, même quand on l'a lancé en janvier, même si on n'avait pas de vision précise, on s'est dit il faut le faire cette année. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier, mais je pense que ça durera comme ça aussi sur d'autres événements. On a du présentiel, on a du distanciel. Donc on a des gens présents sur One Forum et qui regardent les conférences à distance. Et on a des personnes ici en présence à la COC. On a une conférence d'ouverture aujourd'hui avec plusieurs intervenants, donc mix présentiel et mix distanciel, donc avec Fabienne de Thomas du pôle SCS, voilà, qui remplace le directeur du pôle SCS. On a Stéphane Magana qui est présent aussi aujourd'hui. On a à distance Olivier Casulot de Made in Soft et de Numéum, qui est l'ex-Syntec, qui a fusionné. Voilà. On a Guillaume Goury du CIP, du Club Informatique Provence, qui représente les DSI. Et enfin, on a la chance d'avoir la Wallonie présente avec Gida, donc qui nous fera un focus un peu de la vision de Wallonie. Cette année, on a voulu, en plus avec le fait qu'on puisse faire du distanciel, un peu internationaliser, et ça sera le sens aussi de l'année prochaine, à avoir plus de connexions entre territoires, qu'ils soient français ou internationaux. L'objectif de cette conférence d'ouverture, c'est vraiment parler, on va dire, des usages, en IoT notamment, sur le territoire, et puis les perspectives de l'IoT aussi, parce que ça évolue largement. On n'est plus à une phase de démocratisation, on est vraiment à une phase de production et de développement. Pour commencer, on va donner la parole à Guillaume Goury, qui va nous donner la vision des DSI en Provence et sur la région sud en particulier, sur ces usages Smart City, Smart Industry autour de l'IoT et des visions des DSI sur ces prochains mois. Ouais. Bonjour Vincent, merci pour cette invitation. Toujours un plaisir de participer aux événements organisés en partenariat justement avec la COC et puis la Made in Soft et les autres associations pour le CS, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui l'écosystème est un écosystème qui s'est, je trouve moi, renforcé pendant cette période de pandémie. Et je trouve ça très bien qu'on travaille tous avec les mêmes objectifs, c'est faire rayonner notre région. Et donc, merci pour cet événement sur l'IoT et cette invitation. Effectivement, donc le CIP, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est le Club Informatique Provence Méditerranée. Donc nous, on regroupe les décideurs IT, donc que ce soit les DSI, les CTO, donc les directeurs techniques, les RSSI aussi en partie, et les sociétés de IT de la région. Donc voilà, on va de Monaco jusqu'à Avignon, bientôt Montpellier, puisqu'on va s'ouvrir sur Montpellier certainement l'année prochaine, puisque cette année avec la partie Covid c'est un peu compliqué. Et donc on est très présent aussi sur Aix-Marseille, puisque nous sommes basés en majorité sur Aix-Marseille. Donc l'IoT effectivement au sein des DSI, aujourd'hui c'est plus un outil que des vrais projets sur la majorité de nos adhérents. C'est des outils complémentaires à des projets, donc ils viennent s'intégrer effectivement dans de la logistique, dans du commercial aussi très utilisé, ce genre de choses. Et après on a quelques sociétés qui ont mis des projets IoT dessus, mais c'est vrai que ça reste à la marge pour nos DSI. Okay. Clairement, pour les DSI, c'est un des terminals, un des terminaux, un des équipements qu'il faut remonter sur leur système d'information. À part des cas, et on en parlera notamment avec Fabienne, de cas particuliers sur des sujets qui soient industriels, mobility ou autres. Pour le DSI, il y a un raisonnement global, on va dire, sur les usages du numérique et sur adapter son système d'information aux opérationnels, qu'ils soient humains ou non humains.
C'est ça, et c'est pour, en fait, l'IoT vient en aide à la simplification de certains process ou de certaines tâches, en fait, surtout. Et c'est vu comme ça beaucoup par les DSI. Et il y a un vrai échange, par contre, qu'il faut noter entre DSI et RSSI sur ces sujets-là. Parce que forcément, quand on intègre de l'IoT, il y a quand même toute une partie sécurité qui est importante. Et donc, il y a un vrai échange entre DSI et RSSI sur ces points-là. Ok, merci Guillaume. On va passer à Olivier. Olivier, tu m'entends? Très bien. M'entendez-vous? Ouais, top. Donc Olivier, toi, bon, tu as plusieurs casquettes, hein, comme d'habitude. Bon, on va avoir la chance, tu vas pouvoir utiliser les 3 casquettes, c'est-à-dire celle de Made in Soft, parce que tu es un des anciens de Made in Soft et Stéphanie Ragu, la présidente de Made in Soft, n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, donc tu vas la représenter. Tu vas nous présenter aussi ce qui est devenu le Syntec et notamment la vision, ce que ça va en donner pour notre secteur du numérique, parce que ça va élargir le potentiel. Et puis aussi, à tes heures perdues, tu fais un peu de numérique aussi dans ta structure, donc tu nous donneras aussi ta vision du marché. Écoute, merci de cette intro. Je profite pour saluer Guillaume, puisque ça fait 1 an qu'on se coupe derrière et finalement on n'aura pas réussi à se voir encore aujourd'hui, mais on va se parler par caméra interposée. Écoute, oui, alors, j'ai beaucoup de casquettes ou pas, mais j'ai qu'une tête en tout cas, donc il n'y a pas de schizophrénie. Tout est relativement lié. D'abord, je suis chef d'entreprise dans le numérique. Ma société que j'ai fondée s'appelle NetSystem. C'est une société de conseil en transformation numérique, pour prendre les termes d'usage à l'heure actuelle. Mais enfin, notre expertise, c'est le système d'information. Et puis, engagé depuis 2011 au sein de Syntec Numérique, effectivement, j'ai notamment pour partenaire essentiel, et j'allais dire le mot est mal choisi, Made in Soft m'a confié surtout la charge et le privilège d'être le lien entre le cluster qu'il est, alors j'aime plus trop ce mot, cluster entendu, ce hub des sociétés de conseil, d'édition, de solutions, d'intégration, bref, on y trouve beaucoup de l'écosystème du numérique qui est très vaste et qui représente nombre d'acteurs de notre écosystème régional, ex-Marseille, autour de ces sujets de transformation. C'est une association qui les fédère, qui les réunit, qui leur permet de parler d'une seule voix auprès des institutionnels, auprès des donneurs d'ordre. Et puis surtout, je crois, de créer du lien entre eux pour promouvoir nos métiers, pour partager les bonnes pratiques, pour réfléchir sur les offres de demain et les adapter et s'adapter à ce marché qui est en pleine ébullition et qui change quasiment tous les jours. Donc voilà, Made in Soft, c'est une association, peut-être je me tromperai, j'en suis navré, mais je crois que c'est 2003, la date de la création. Donc c'est une association qui va bientôt avoir le plus beau des âges, c'est 20 ans, qui est emmenée par Stéphanie Ragu, tu l'as dit, et puis toute une équipe autour d'elle qui travaille vraiment d'arrache-pied au quotidien sur le territoire. Voilà, donc au sein de Made in Soft, effectivement, je fais le lien avec Syntec Numérique, dont je suis administrateur, et qui, le 18 juin, a décidé, Syntec Numérique, donc je pense que tout le monde connaît, c'est le syndicat du numérique en France, rattaché dans notre organisation paritaire en France à la Fédération Syntec, c'est-à-dire les métiers de l'ingénierie et les prestations intellectuelles. Et donc, Syntec Numérique a fusionné avec Tech in France le 18 juin dernier, officiellement, après 1 an de rapprochement. Et donc, ça constitue rien moins que le premier syndicat en France des métiers du numérique, avec 530 000 salariés, 2300 et plus sociétés adhérentes, ce qui fait à peu près… Je crois que le son est parti. Non, toujours là, tu es toujours là. Tant mieux. 85%, ça représente à peu près 85% du chiffre d'affaires total du secteur. Et ce qui est surtout au-delà des chiffres, voilà, pour dire qu'on est important, qu'on est gros, tout ça, c'est pas très saillant. Ce qui est important surtout,
c'est que malgré tout, notre secteur n'est pas si lisible, pas si visible, pas si compréhensible que ça du point de vue des politiques en général et puis des institutionnels en particulier, ce qui pose des difficultés de compréhension de qui nous sommes, de quels sont nos besoins, d'adaptation. On ne travaille pas dans le numérique comme on travaille dans l'industrie lourde. On n'oppose personne d'ailleurs. Hein, c'est chacun ses secteurs d'activité. Donc notre convention collective devra évoluer bien évidemment dans les mois et années à venir. Et n'en parlons pas avec la crise Covid qui a jeté sur la table les questions de télétravail en particulier. Et donc le fait de se rapprocher et d'être plus gros, c'est surtout peser plus fort auprès notamment de l'État pour parler d'une seule voix, pour défendre notre profession, la promouvoir, parce que vous parlez à un politique, vous lui dites aéronautique, il voit immédiatement ce que c'est, vous lui dites pharmacie, il comprend, vous lui dites numérique, il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc l'enjeu, il est là, il est majeur, parce que vous savez comme moi qu'il nous manque 30 000 ingénieurs par an. On est dans un métier de soutien à tous les pans de l'industrie. On ne travaille pas en face, mais on travaille avec. Et c'est un levier formidable de performance. Je dis formidable, mais c'est presque un euphémisme. Aujourd'hui, c'est incontournable. Si la France veut rester compétitive, il est vraiment fondamental qu'elle opère une mue sur sa compréhension des enjeux du numérique, sur la formation en premier niveau des jeunes générations, sur l'acculturation des plus anciens et sur cette capacité à y aller, à innover. Avec un dernier point, pardon d'être un peu long, c'est bien sûr un numérique qui soit éthique. On parlera peut-être d'IA, qui soit secure, évidemment, toutes les questions de cybersécurité se lèvent, et puis surtout un numérique qui soit véritablement, j'allais dire, frugal, autant que faire se peut, vis-à-vis de la question environnementale qui est clé dans les temps qui viennent et dans un temps malheureusement de plus en plus court. Voilà, cher ami. Merci Olivier. Quelle est ta vision, toi, au niveau Net System, qui travaille sur ces sujets numériques et notamment autour de l'IoT, la Smart City? Tu travailles au niveau national. Oui. Quelle est ta vision entre notre territoire et les autres territoires? Est-ce qu'on est en avance, en retard? On aura des tables rondes cet après-midi sur la Smart City et en fin de matinée sur la Smart Industry. Quelle est ta vision, toi qui navigue beaucoup entre la région sud et Paris notamment? La vision que j'ai, elle est sectorielle et puis elle est conjoncturelle. Je crois que, point de vue des secteurs, on a beaucoup parlé de la Smart City. On continue bien sûr à en parler beaucoup. Je crois que le time to market, pardon pour utiliser ce terme, il est lent quand même à venir parce que la question de l'IoT pose des questions préalables de maturité des organisations à pouvoir les déployer, qui font que le phénomène est plus ou moins rapide selon que les collectivités sont prêtes ou pas. On pourra parler par exemple d'Aix-en-Provence, qui est pour moi un modèle d'expérimentation fort, qui passe à l'échelle aujourd'hui, mais qui intègre ce processus de déploiement de cas d'usage et d'IoT sur son territoire depuis 2016 maintenant. Donc c'est un processus long. Je parlais de segmentation parce que par exemple dans les bâtiments, les facilities, l'IoT, c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement intégré comme un moteur de performance, d'amélioration, d'agilité, de collecte de data. Donc, ce sont des secteurs qui finalement ont fait moins le buzz, mais qui peut-être se sont mis beaucoup plus tôt à exploiter les opportunités que proposait l'IoT. Quand je parlais enfin de conjoncturel, je rajouterais que évidemment la crise Covid crée un phénomène de cristallisation des projets. Alors, certaines organisations ont complètement arrêté toute forme d'expérimentation et de projets liés à l'IoT parce qu'elles avaient déjà fort à faire pour passer la crise, adapter leur SI pour le rendre utilisable à distance par leurs utilisateurs. Et en même temps, pour d'autres, c'est un fait générateur qui montre que ces cas d'usage directs avec leurs clients ou leurs usagers peuvent être là aussi un moteur de créateur de valeur et donc au contraire vont avoir tendance à accélérer ce type de transformation. Voilà, donc je crois que moi c'est la vision que je peux avoir. C'est très éclaté, c'est très lié au secteur, c'est très lié au moment.
Et je crois que la journée permettra d'éclairer les perspectives dans chacune des activités respectives. Donc tu nous confirmes que le Sud, on est dans les territoires qui avancent sur ces sujets, on n'est pas trop en retard globalement? En tout cas, écoute, en retard, en avance. Je crois que Fabienne de Thomas, elle aura certainement un panorama plus précis que le mien en local pour exprimer les expérimentations qui sont faites dans notamment le tissu industriel local. Ce que je peux dire, c'est que le phénomène, entre guillemets, French Tech, qui s'est emparé de notre territoire, 2015-2014, a permis aux collectivités que je connais de s'emparer de la question. Voilà, et que typiquement, que ce soit à Marseille, mais aussi dans les villes environnantes, on parle d'Istres, on parle de Fos, on parle de tout ce bassin-là, et en particulier d'Aix-en-Provence. Effectivement, la problématique a été, je parle de problématique parce que c'est une problématique, a été prise en considération dans sa globalité. On parle par exemple d'Aix. On a construit un réseau basse fréquence, on a construit un réseau d'infrastructures pour supporter des cas d'usage IoT. Et puis derrière, sur un plan pluriannuel, on a construit petit à petit les outils et les moyens de expérimenter ce que peut permettre l'IoT, collecter cette donnée, la remonter sur des plateformes d'exploitation et d'intelligence, la faire redescendre sur des usages au plus près du terrain. Donc, je crois qu'effectivement, il n'est pas vaniteux de dire que la région n'est pas du tout en retard sur ce type de projet. Merci Olivier pour ton intervention et ta disponibilité dans ton emploi du temps chargé avec toutes tes casquettes. Merci. Allez, reviens à mes casquettes. Merci à vous. Fabienne, donc toi qui es la représentante locale mais même nationale, hein, le pôle... Ouais. Et le... Oui, pour parler, ouais, il n'y a que moi qui suis en... C'est bon. Donc, qui représente le pôle SES, basé à Rousset, mais qui a un impact national et international. Que peux-tu nous dire sur l'IoT sur notre territoire versus les autres territoires? On aura une vision de la Wallonie, de comment ça se passe par chez eux aussi, mais voilà, quelle est la vision du pôle SES? Alors, le pôle SES donc, a une notion de territorialité, hein, donc il est sur la région, donc on est effectivement, nous, au niveau structure opérationnelle, basé à Rousset et à Sophia-Antipolis. Mais c'est vrai qu'on n'a pas à rougir par rapport à ce que disait Olivier du Sud, par rapport au reste en tout cas de la France. Par exemple, on a fait, nous, une analyse de l'impact de la pandémie, de la crise, enfin de tout ce qu'on vient de traverser sur la filière IoT notamment, hein, c'est aussi l'objet de l'atelier un peu plus tard. Là, je précise que je remplace Gérard Martinez, le directeur innovation de SCS, qui est au Mobile World Congress, vous savez, le salon du mobile qui a été déplacé voilà, pour contexte sanitaire fin juin, début juillet. Et on accompagne 7 PME. Donc je remplace un petit peu au pied levé, mais on a fait une analyse, effectivement, on voulait savoir quel est l'impact de cette pandémie sur nos entreprises notamment, mais aussi nos acteurs, hein, nos chercheurs, et voilà, les travaux sur lesquels ils se penchent, et également les perspectives. Et on a fait cette analyse sur les 4 axes stratégiques de SCS. Donc SCS, je le rappelle, hein, c'est 300 membres, 75% de start-up et de PME, et principalement sur 4 axes très technologique, c'est volontaire cette stratégie sur tout ce qui est IoT, donc IoT objet connecté, très fort, hein, c'est le plus fort en termes de masse critique. On a 150 acteurs dans ce domaine, hein, donc chercheurs, organismes de formation, très important la formation, comme a dit Olivier d'ailleurs, start-up et grands groupes. Tout ce qui est IA, Big Data, et c'est tellement lié, tout ce qui est IoT et intelligence artificielle, hein, puisque effectivement les modèles d'algorithmes effectivement travaillent sur des données collectées notamment par l'IoT. Tout ce qui est sécurité numérique, c'est tellement lié à l'IoT aussi. On l'a vu avec la pandémie, la vulnérabilité aux attaques, notamment aux hôpitaux, hein, qui travaillaient pour voilà, sauver nos citoyens. On est très vulnérables. Donc cette pandémie, elle nous a vraiment éclairé sur le fait d'avoir une stratégie proactive, de concevoir des solutions notamment de sécurité de l'IoT notamment nouveaux. Donc il faut s'y pencher maintenant pour que demain il soit sécurisé et qu'il puisse être sécurisé efficacement.
Et elle a aussi révélé en fait une grande agilité de nos entreprises notamment et de nos membres. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je dirais que voilà, globalement l'impact de cette pandémie sur les acteurs IoT et les acteurs SCS notamment qu'on a interviewé, qu'on a sondé pendant presque un an, il est relativement modéré. Donc il y a eu bien sûr un frein dans tous les projets, dans tous les développements bien sûr, mais on sent une reprise, donc c'est plutôt bon signe. Et puis c'est vrai que je dirais que la bonne nouvelle aussi, et c'est largement soutenu par les volontés, la région, par l'État, par la communauté européenne, qui soutiennent massivement la filière numérique avec différents plans de relance, différents appels à projets dans des secteurs stratégiques, de souveraineté technologique. Donc on a entendu largement parler. Et c'est vrai qu'on n'a pas à rougir, comme disait Olivier, puisque bon nombre de nos acteurs et de nos membres notamment en ont bénéficié. Donc ce sont de véritables projets industriels qui ont été déposés, voilà, bien sûr, sur des dispositifs de financement nationaux et qui ont été sélectionnés. Donc on a la chance, voilà, d'avoir des usines plus connectées, plus performantes, qui vont être agrandies, qui vont bien sûr être créateurs de beaucoup d'emplois. Donc pas tout de suite, bien sûr, hein, ça va venir dans les prochaines années, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà ce que je voulais dire principalement. Et c'est vrai que ça nous a aussi souligné une chose très très importante, et c'est bien qu'on soit là. Ça nous a montré la pertinence et l'exigence en fait de travailler dans un écosystème composé de plusieurs acteurs très complémentaires, notamment aussi avec les organismes de formation, les écoles de formation, puisqu'il faut bien sûr former aujourd'hui les nouveaux métiers aussi de demain. Nos enfants auront des métiers dont on ne connaît même pas le nom, et notamment dans le secteur de l'IoT. On est content aussi puisque voilà, de nombreux masters, par exemple, plutôt ou informatique ou électronique. L'électronique, c'est quand même le socle, bien sûr, technologique de la révolution numérique, et notamment de la transition écologique et de la mobilité électrique. Et c'est vrai que beaucoup de masters existants intègrent aujourd'hui un parcours IoT, un véritable parcours IoT en 4e ou 5e année. Et donc, ça va donner beaucoup de spécialistes et beaucoup d'experts dans la région qui vont pouvoir intégrer les entreprises qui embauchent et qui justement ont bénéficié des larges plans de relance et qui vont devoir attirer ces talents. Des électroniciens classiques. Voilà. Informaticiens, électroniciens. Et donc là, c'est vrai que aussi bien dans l'IoT, l'électronique, mais aussi bien sûr dans tout ce qui est intelligence artificielle, c'est fondamental d'avoir le data scientist. C'est un buzzword, mais il n'y a pas que ça. Il faut des data engineers. Et voilà, il faut préparer les données, notamment collectées par l'IoT, pour que on puisse concevoir des systèmes performants et efficaces. Bon, on le voit, on a un exemple avec Jaguar qui est présent sur notre territoire, qui fait de l'IoT, mais aussi, on va dire, des équipements plus télécom, et c'est quand même ceux qui ont développé la box B2B pour Free. Free, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, quand même des spécialistes d'internaliser l'électronique, ce qui n'est pas forcément le cas des autres opérateurs. Et ça, tu le sais, en IoT, c'est hyper important de maîtriser le hardware et pas dépendre, on l'a vu pendant cette pandémie, d'avoir du hard qui est fabriqué un peu partout dans le monde, et notamment en Chine, fait qu'on est un peu dépendant et on est beaucoup moins réactif. Donc on le voit qu'il y a beaucoup d'acteurs et que ça se développe, et on voit la valeur ajoutée que peuvent apporter nos entreprises françaises avec des ingénieurs de plus en plus pertinents, si en plus ils arrivent à s'adapter à l'IoT, et si on a une maîtrise un peu plus de l'intelligence, qu'elle soit hard ou soft, en France, ça va nous permettre, notamment dans le sud, nous permettre d'être plus performants. Ouais, je dirais hardware is back. Ça, c'est le thème des derniers du dernier séminaire du CEA-LETI au niveau national, enfin, je sais plus, des Innovation Days. Et c'est vrai que on s'est aperçu avec cette pandémie, on en a été victime, que c'est vraiment nécessaire, comme tu dis, de concevoir le hardware et le software, voilà, de concevoir des systèmes avec une souveraineté technologique. On a aussi, bien sûr, nos secteurs aéronautiques, notamment, en ont souffert aussi, la tension sur la pénurie de semi-conducteurs. Ouais. Je veux dire, la filière, on a étudié l'impact sur l'IoT, sur l'IA, sur la sécurité numérique et sur la microélectronique, puisque ce sont les 4 secteurs stratégiques de SCS. L'impact sur la filière microélectronique, il est énorme. Ouais. Il est majeur. La chaîne de valeur est complètement bouleversée. Jamais ceux qui travaillent dans ce domaine-là n'avaient vu une telle révolution, et donc d'où la nécessité effectivement de bien concevoir, voilà, ou dans la chaîne de valeur globale, puisque quand vous utilisez un téléphone, vous avez le composant, il traverse le monde entier pour ajouter de la valeur ici et là. Et c'est vrai que c'est très très important de bien réfléchir à également où est développé tel élément de la chaîne de valeur, etc. Ouais, on le voit encore pour ceux qui commandent des PC en ce moment.
les délais sont plus que largement augmentés. Donc il est vraiment important qu'on revienne au monde de l'industrie. Ce sera peut-être la passerelle avec Stéphane qui s'occupe de la direction de Team Henri Fabre. Tu vas nous le présenter et qui a aussi une spécificité avec Medinsoft, une liaison avec Olivier où vous avez signé il y a quelques jours une convention pour travailler sur une commission dédiée à l'industrie 4.0. Des fois on dit Smart Industry, des fois on dit Industrie 4.0. C'est innover dans l'industrie. Fabienne parlait de programmes autour de l'industrie. Il y a quand même énormément de programmes, notamment au niveau de la région, au niveau de l'Europe, qui se sont faits ces derniers temps, dans le plan de relance aussi. Est-ce que tu peux nous donner la vision de Team Henri Fabre sur l'IoT et la Smart Industry et l'Industrie 4.0 ? Ouais, alors déjà, nous, au niveau de Team Henri Fabre, on travaille à faire émerger et à accélérer des projets d'innovation au niveau de l'industrie du futur. Donc, ça, c'est la première activité phare. On a un technocentre de 3000 m² avec différents moyens. Ça va de la robotique, des imprimantes 3D, mais aussi des démonstrateurs dans l'IoT ou dans le big data. Et on héberge des partenaires sur le technocentre. On a une autre activité qui est une activité d'accompagnement pour aider les PME à intégrer les technologies de l'industrie du futur. Donc on est l'opérateur technique par exemple de Parcoursup Industrie 4.0. Et donc là on a plus de 200 PME qui sont inscrites dans le parcours. Et puis après, on aide les entreprises à se développer et pour des offreurs de solutions à pouvoir rencontrer des donneurs d'ordre en multifilières, puisque en fait, Team Henri Fabre, aujourd'hui, c'est plus de 7 ou 8 filières différentes avec lesquelles on construit finalement les solutions. Alors pour revenir sur le territoire, effectivement, moi ce que je constate, c'est qu'on a un écosystème qui est très riche. Que ce soit des développeurs de plateformes IoT, des fabricants de capteurs, des fabricants de capteurs intelligents. On a l'exemple de Cartesiam là, qui a été racheté par ST Micro, qui est une formidable aventure. Mais on a aussi beaucoup d'autres acteurs. Et par rapport aux travaux qu'on peut faire avec les donneurs d'ordre, puisqu'en fait, dans notre méthode, on va réunir dans la commission industrie, notamment de Medinsoft, on a fait d'abord la partie cérémoniale, on va dire le matin, mais ensuite un vrai travail avec les industriels. On avait déjà commencé avec SCS, des groupes de travail comme ça il y a quelques années, il y a à peu près 3-4 ans. Ce que je constate, c'est une maturité en fait dans les besoins. Il y a 3-4 ans, les industriels se posaient des questions sur les cas d'usage. Ne savaient pas trop encore comment intégrer. Finalement, alors surtout dans le milieu industriel, il y a déjà de la data. Donc finalement, comment on peut avancer? Il y avait le lien entre IoT et effectivement Big Data. Aujourd'hui, je trouve que finalement, les cas d'usage se concentrent sur des cas avec des business cases. Je rejoins Olivier sur la partie Smart City. Une des problématiques, c'est qu'il faut arriver à trouver des business cases dans l'industrie ou dans le bâtiment. On arrive à en trouver, soit par de l'optimisation de l'énergie, l'optimisation des fluides, l'optimisation de la consommation, soit la partie logistique à travers le fait de pouvoir suivre des flux. Parfois, ce n'est pas forcément des flux, ça peut être des flux d'outils, d'outils annexes, ce n'est pas forcément la matière première ou l'objet principal finalement du flux, puisqu'il y a d'autres moyens souvent de le suivre. Ça a déjà été fait par les industriels, mais par contre, avoir des outils embarqués dans des camions et pouvoir suivre qu'effectivement, on a bien, quand on envoie un camion en exploitation sur un chantier, on a bien tous les outillages. Ça, c'est un gain de temps parce que sinon, il faut faire revenir le camion à l'atelier, repartir avec un autre set d'outillage. Donc, ce genre de choses. Ou alors, après, ça peut être aussi des outillages, mais avoir un système de raccordement à un étalon, pouvoir suivre tout ce qui est métrologie. Ça peut être aussi suivre des problématiques de soudure sur des gros chantiers industriels, dans le nucléaire. Donc, comment on fait un suivi derrière des soudures. Donc, et à chaque fois, ça se raccroche à un vrai business case, à des économies, des gains. Et ça, c'est, je pense, le vrai changement et ce qui fait qu'on a une maturité finalement
du marché dans le domaine de l'IoT. Au départ, on avait peut-être un peu, il y avait un peu un effet waouh et donc on voulait mettre de l'IoT partout. Maintenant, on arrive sur un stade où effectivement, à chaque fois, les industriels se disent « Ok, quel est mon retour sur investissement ?» Et du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Il y a moins de crainte, je pense aussi, de l'objet IoT, parce que c'est accompagné par la cybersécurité, c'est accompagné par la mise en œuvre de plateformes où c'est de plus en plus simple finalement de mettre en œuvre de l'IoT. Puis c'est un peu comme dans le... finalement, quand on est particulier, finalement, on met en œuvre aussi de l'IoT chez soi. Donc, c'est un peu comme dans l'industrie qui était des fois un peu en retard. Aujourd'hui, l'IoT, il est dans nos maisons. Et donc, finalement, on a moins de mal ou moins d'appréhension à le développer aussi dans l'industrie à la problématique de cybersécurité près, où là, bien sûr, c'est beaucoup plus important pour les enjeux industriels. Merci Stéphane. Sur la cyber, Fabienne, on sait que c'est un énorme enjeu, alors pas que pour l'IoT, clairement. Message à tous les chefs d'entreprise. Alors les collectivités font pas mal de choses, mais les chefs d'entreprise, on est plutôt mauvais en cybersécurité pour en fréquenter. En général, on protège très peu son entreprise. En tout cas, on la protège comme on va dire sur un bâtiment. C'est que quand on a un souci, on le protège, mais en général, on n'adapte pas déjà son réseau on va dire à la sécurité. Sur l'IoT, ça a été un peu ça, c'est-à-dire qu'on a lancé, moi j'étais chez un opérateur, on a lancé plein d'objets, notamment sur les véhicules, le distributeur automatique, voilà, on avait énormément de projets de ce type-là il y a quelques années, mais il y avait zéro protection. Alors évidemment, il n'y avait pas beaucoup de... À l'époque, on ne pouvait pas faire grand-chose et autres, mais maintenant, avec les effets réseau, le fait de prendre en main ces objets-là à distance, on va dire qu'il y a des attaques cyber qui n'existaient pas il y a 10 ans. On utilise ces équipements-là aussi de relais, on l'a vu dans les feux rouges ou autres, des équipements qui ont été pris. Donc c'est un énorme enjeu. Est-ce que tu peux nous faire une petite vision un peu on va dire de l'importance à développer en tout cas, à s'y intéresser fortement. Alors nous, on a un écosystème de 50 acteurs qui travaillent effectivement sur la sécurité numérique et la cybersécurité. Et je dis bien numérique parce que effectivement sur la sécurité physique, on travaille beaucoup moins et c'est plutôt Safe, le pôle Safe qui s'occupe de ça. Avec qui on travaille également d'ailleurs sur d'autres sujets. Effectivement, l'hyperconnectivité, comme tu disais, le déluge de données, la vulnérabilité aux attaques qu'on a notamment récemment vues, nous ont souligné l'importance de concevoir des produits, des solutions from scratch, j'allais dire, sécurisées. Et pour ça, il faut aussi des nouveaux modèles de sécurité, des nouvelles solutions. Et c'est pour ça que on offre aussi des services comme le Security by Design. Donc à partir pour concevoir un nouveau produit, une nouvelle solution, il faut penser la sécurité dès le départ. Et puis, comme tout système IoT, la sécurité de bout en bout également est clé. Donc effectivement, sécuriser, je dirais, l'objet, c'est important, mais comme tu l'as dit, l'hétérogénéité des sources de données est énorme. Ça se multiplie de manière exponentielle et ce sont des ouvertures énormes et des vulnérabilités énormes. Et donc c'est pour ça effectivement que nos membres, aussi bien académiques d'ailleurs que industriels, travaillent sur ces solutions pour faire des audits, pour sécuriser des objets, pour sécuriser la communication et la connectivité, pour sécuriser les données hébergées éventuellement sur une plateforme qui vont être ensuite traitées, etc. Donc oui, c'est très important et c'est aussi un secteur stratégique pour l'État. Et on a des membres qui ont aussi bénéficié de certaines aides justement pour concevoir ces solutions de demain. Très bien. Et un autre sujet dont tu as parlé un peu Olivier, ou qu'on a un peu abordé, c'est l'intelligence artificielle. C'est un gros sujet aussi que porte le pôle, parce que ce soit dans les industries, dans les objets connectés, on brasse beaucoup de données, que l'intelligence artificielle, en tout cas les algorithmes, nous permettent de traiter ces données-là et en tout cas d'y apporter notamment pour la Smart City, des outils d'analyse et de décision, notamment sur le trafic.
C'est-à-dire que la métropole, on aimerait bien avoir un peu d'intelligence artificielle, surtout message à tous les conducteurs, ce serait bien d'arrêter de faire des accidents tous les jours sur les autoroutes en ce moment. Si on avait de l'intelligence artificielle qui nous orientait automatiquement, ça serait bien intéressant en ce moment. Quel est le sujet de l'IA par rapport à l'IoT? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs des technologies qui parlent de leur techno en disant que c'est la technologie révolutionnaire. Bon, là, on en parle, vous avez des visions sectorielles, voire technologiques, et on sait qu'il n'y a aucune techno qui est unique et en tout cas qui va révolutionner, tout fonctionne ensemble. Ce qui est important, c'est l'usage, mais l'IA va quand même apporter, cette techno-là va apporter des plus-values et une accélération du développement du numérique et de l'IoT. Quelle est la vision du pôle SCS? Non, complètement, c'est vraiment une technologie de rupture, hein, on peut le dire, une technologie de rupture, vraiment, qui va contribuer donc, à la transformation digitale hein, des entreprises notamment, mais également des collectivités et des usages en général. Hein. C'est vrai qu'il y a de nouveaux usages qui vont émerger grâce à l'intelligence artificielle. Il faut se battre, par contre, il faut se battre parce que on est plutôt bon et compétitif en France, mais voilà, les Chinois, les Canadiens, et c'est une véritable course hein, pour justement améliorer la compétitivité des startups et ce qu'on appelle les pure players IA justement en France et on en a certains en région et on est très content. Après, c'est vrai que c'est dans l'industrie pour prédire les pannes, pour automatiser les process, c'est fondamental et les emplois ne seront pas supprimés hein, comme on peut l'entendre ici et là. Hein. L'intelligence artificielle, elle est bien aussi humaine au départ et pilotée par des humains et de nouveaux métiers, par contre beaucoup plus qualifiés dans l'industrie notamment vont pouvoir émerger. Donc je dirais il faut accueillir l'intelligence artificielle à bras ouverts parce qu'elle va, voilà, dans la santé on le voit, elle prédit des cancers, elle sauve des vies. Donc je dirais c'est quand même formidable. Et encore une fois, l'État aussi aide beaucoup cette filière justement et on en a besoin, Et ce qu'on ne sait pas trop aussi, c'est on est en train de faire une cartographie, enfin mettre à jour une cartographie des différentes équipes de recherche en région qui travaillent sur ce sujet, donc sur le traitement automatique du langage naturel, sur la reconnaissance vocale. Donc voilà, Avignon, ils sont plutôt bons là, dans ce domaine-là, Aix-Marseille Université, Sophia Antipolis, etc. Et on s'aperçoit qu'on a des chercheurs mondialement reconnus dans ce domaine. On ne le sait pas forcément localement, mais mondialement reconnus, qui ont des technologies qui vont permettre d'avancer de manière massive, hein, de faire de l'innovation voilà, dans le domaine de la smart industry, smart city. Et un autre sujet très important pour faire le lien avec smart industry, l'IA c'est bien, mais il y a aussi l'arrivée de la 5G. Très important pour concevoir des nouveaux modèles aussi IoT, puisque les modèles IoT existants ne vont pas pouvoir fonctionner avec la 5G, qui va apporter beaucoup de qualité de service, faible latence, haut débit, etc. Et dans l'industrie notamment, ça va être la 5G privée, dans l'industrie va apporter également des performances énormes. Et on est là aussi pour soutenir les déploiements réels. Hein, parce que y a beaucoup de... Oui, on en est qu'au début. Stéphane, tu voulais... en fait, alors pour rebondir sur l'IA. Ouais, sur l'IA, je pense que sur l'IA dans l'industrie, on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les cas d'usage. Et je pense que c'est même une véritable course entre compétiteurs dans l'industrie, de savoir bien utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir développer des nouveaux matériaux. Là, on n'est pas forcément dans du big data, mais des fois dans du smart data. On a déjà fait des cas d'usage avec Innovsys pour aider un industriel à développer des nouveaux matériaux, à travailler sur la non-qualité, du coup à réduire de façon très importante la non-qualité par l'analyse de documents. Ça rejoint aussi tout ce qui est capitalisation des connaissances, c'est-à-dire qu'on a plein de documents qui sont historisés pendant des années et des années d'historique qu'on ne sait pas aujourd'hui exploiter au niveau des donneurs d'ordre et dans plein de domaines. Et là, avec de l'analyse sémantique, de l'intelligence artificielle, on peut aussi aller travailler finalement et développer des nouvelles solutions ou accélérer finalement des résolutions de problèmes. Donc finalement, il y a une multitude de possibilités par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, c'est vraiment la course entre, on va dire, des players classiques de l'industrie pour savoir comment finalement je vais pouvoir être plus compétitif, mieux valoriser l'intelligence artificielle. Là où auparavant, c'était plus, on suivait par des suivis statistiques,
on va dire, les paramètres du procédé principal. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec toutes les données qu'on a et toutes les données cachées finalement dans l'entreprise, qu'on ne soupçonne pas, hein, comme des documents qu'on a digitalisés depuis 20-30 ans, mais finalement qu'on n'utilise pas du tout. Il y a plein de solutions pour pouvoir aller rechercher finalement de la connaissance, de la compétence, de la performance dans ces outils-là et en utilisant l'intelligence artificielle ou les différents outils de l'intelligence artificielle. Bien sûr. C'est sûr, on recevait hier l'Institut Europia, là, qui est la maison de l'intelligence artificielle sur Sophia, travaille sur ces sujets, notamment autour de l'éthique, mais aussi de l'IA. Hein. Ce qui est important de savoir, c'est que effectivement, les Français, on est très bons en algorithmes. Par contre, les Américains sont très bons en data. Et nous, ce qui nous manque pour que nos algorithmes soient encore meilleurs, c'est de partager des data. Et c'est un des sujets qu'a lancé Kevin Polizzi, le vice-président de Medinsoft, à la dernière plénière. C'est il va peut-être falloir sur notre territoire travailler, et en tout cas Kevin va communiquer dans très peu de temps avec Medinsoft là-dessus, sur avoir une plateforme qui va nous permettre de partager de manière sécurisée et Ce qui est important, c'est pas de savoir la data en question, c'est de mélanger les data. Voilà, en termes de protection de vie privée, la photo n'intéresse pas vraiment, c'est surtout le mélange des photos qui intéresse. Et donc Kevin va proposer d'avoir une plateforme, on va dire territoriale, pour mutualiser en fait les contenus et donc derrière pouvoir gagner ces données, parce qu'en fait on n'a pas assez de données. Et donc nos intelligences artificielles, qu'elles soient françaises ou autres, en fait, manipulent trop peu de données par rapport aux Américains qui, eux, notamment les GAFAM, mélangent énormément de données. Et en fait, c'est en mélangeant ces données qu'on arrive, pas à créer de la réalité, mais en tout cas à se rapprocher des besoins réels des gens, que ce soit dans un secteur ou à titre personnel. Donc ça, c'est vrai, ça va être un des enjeux. Je pense que ce sera une prochaine réunion que vous aurez avec Medinsoft et j'espère qu'elle ira dans ce sens-là, où on a plein de belles pépites ici qui proposent des belles solutions, hein, quels que soient les sujets. Et il va falloir qu'on accélère si on ne veut pas être en retard, notamment par rapport aux sujets privés et Smart City. Alors, tu parlais de 5G, donc je vais juste faire un focus 5G. Effectivement, la 5G, ça arrive, on l'espère tous. Pour ceux qui ne savent pas, la 5G, c'est du très haut débit, mais c'est surtout une vraie technologie mobile, ce que n'était pas la 3G et la 4G. Donc, c'est-à-dire que notamment dans des objets mobiles, il va y avoir pas de coupure de réseau et donc en tout cas une continuité de réseau complète, des temps de latence réduits et du très haut débit, donc les usages qui vont arriver, qu'ils soient objets connectés ou autres, vont nous permettre de développer des usages qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on ne soupçonne pas même. Notamment, tu parlais de santé, en direct sur le terrain, ça va permettre vraiment de pouvoir remonter des données, alors que souvent, il faut rentrer à l'hôpital ou aux urgences pour les remonter. On a à distance Jida de la Wallonie. Salut Jida. Bonjour. Bonjour. Donc on a beaucoup parlé France, territoire du Sud. Toi qui es en Wallonie, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'écosystème wallon pour voir un peu les ressemblances et les différences et les enjeux du point de vue de la Wallonie? Ok, parfait. Alors au niveau de la Wallonie, on a déjà la stratégie Digital Wallonia, qui est la stratégie régionale qui a pour but d'accélérer au maximum le numérique sur différents aspects. Donc il y a vraiment des actions pour soutenir l'innovation et la recherche, pour soutenir l'éducation, la sensibilisation, l'administration publique, donc pour soutenir au maximum l'ouverture des données. D'ailleurs, c'est ce qui s'appelle aussi la Smart Région dans tout ce qui est Smart City. On a aussi un programme Industrie du futur qui a pour but d'accélérer au maximum la transformation numérique de l'ensemble des industries wallonnes. Alors, par rapport au secteur numérique, c'est-à-dire aux offreurs de solutions, nous en comptons aujourd'hui un peu plus de 2300 offreurs de solutions ICT qui sont répartis sur plusieurs catégories. Donc, la majorité représente quand même des offreurs de services, des offreurs aussi, enfin plutôt des développeurs aussi de logiciels, et ensuite des offreurs de solutions technologiques avancées comme l'IA, l'IoT. Nous avons aussi la blockchain, la robotique, l'automation, la RVR, etc.
Pour tout ce qui est IoT, nous comptons entre 160 et 180 offreurs de solutions. Généralement, ces entreprises-ci ne développent pas forcément uniquement des solutions en IoT, mais voilà, elles développent aussi en parallèle aussi d'autres solutions, principalement en lien avec l'IA, la robotique, l'automation, voilà, donc principalement ça. Alors par rapport à nos entreprises, ben voilà, donc elles se répartissent quand même assez bien sur le territoire. Vraiment sur le territoire wallon. Elles représentent avant tout des sociétés anonymes quand on parle de la forme juridique. Alors, par rapport à tout ce qui est IoT, il faut savoir que ces offres IoT sont vraiment dans le top 10 des produits et services ICT phares, même si voilà, donc ils sont quand même derrière le développement web, tout ce qui est audit informatique, tout ce qui est marketing digital, etc. Elle génère quand même un certain chiffre d'affaires. Donc, même si l'ensemble des offreurs de solutions ICT génèrent en moyenne presque 2 millions d'euros, celles qui se spécialisent en IoT génèrent plus de 13 millions d'euros par an. Et ça, donc, nous comptons aussi différentes startups. Allez, si par exemple on va prendre les entreprises qui ont lancé leur activité à partir de 2016, bah, elles génèrent en moyenne 14 millions d'euros. Donc voilà, donc elles sont quand même en croissance. Par rapport aux écosystèmes, elles sont avant tout spécialisées dans l'écosystème Industrie 4.0, dans tout ce qui est e-santé, dans Smart Cities. Nous avons aussi le Smart Farming, donc ça aussi c'est vraiment une dimension extrêmement importante. En Wallonie, il y a différentes actions qui sont créées là-dessus. Et par rapport à la recherche, donc l'IoT est aussi un volet extrêmement important en lien avec l'IA, et il y a tout un programme pour soutenir l'IA, donc qui s'appelle Digital Wallonia for Artificial Intelligence, qui a vraiment pour but vraiment de mettre en place des bonnes pratiques, des POC, vraiment de faire augmenter le niveau TRL des différents projets de recherche, etc. Que dire de plus? Oui, donc par rapport à ces offreurs de solutions IoT, ils sont quand même assez ouverts vers l'international. Donc il y en a quand même plus de 25% qui essayent d'atteindre des nouveaux marchés à l'international, qui participent à des missions internationales, qui vont aller assister à des congrès, à des conférences pour se faire connaître ou pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'international pour s'améliorer, développer de nouvelles de nouvelles compétences et de nouvelles expertises. Il y a aussi différentes aides existantes en Wallonie pour soutenir ces entreprises. Il y en a quand même pas mal, qui sont hébergées dans des incubateurs, dans des accélérateurs, qui bénéficient de différents financements dans les fonds d'investissement, qui s'inscrivent dans des programmes d'accélération, qui essayent quand même de s'inscrire et de répondre à des appels à projets européens. Il y a vraiment tout un organisme régional qui a vraiment pour but de les soutenir. Nous avons aussi différents pôles de compétitivité, des différents clusters aussi. Donc les offreurs de solutions qui sont membres des clusters ont aussi l'opportunité d'accentuer le réseautage, d'être aussi un petit peu accompagné dans les différents projets d'innovation et de recherche qu'ils mettent en place. Voilà. Merci. Merci. T'inquiète. Ce qui est important, pourquoi tu es présente aujourd'hui, en tout cas l'agence Wallonia Digital est présente, c'est parce qu'on a créé un partenariat avec le collectif Village Francophone qui nous permet depuis le CES donc de début d'année de créer des connexions entre les territoires. Il est hyper important de se développer. Alors au niveau national, donc on a créé des vraies connexions avec Nantes, avec Nice, Lille et d'autres régions, ce qu'on n'a pas vraiment fait jusqu'à maintenant avec la French Tech, qui était plutôt descendant dans chaque territoire et à semer sur son territoire et à fédérer. Là, ça nous permet de créer des connexions territoriales au niveau national, mais aussi international, et notamment
la Wallonie est un des territoires les plus dynamiques sur tous les événements. Hein. Donc on a eu la chance de faire le CES, l'Hannover Messe au niveau industrie, on avait fait le SXSW sur les ICC, on a aussi fait Vivatech. Là on va faire le Festival de Cannes, donc on reste dans les ICC. On aura pas mal de sujets, notamment le SITL, le transport, mobilité à la rentrée. Donc on aura 2 startups de Wallonie qui vont pitcher tout à l'heure. Donc voilà, donc l'objectif, ça va être de créer des connexions et de pouvoir. Alors je sais que le pôle SCS travaille beaucoup aussi à l'international, mais c'est vrai que c'est ce format-là qu'on a, de se voir régulièrement tous les mois, en tout cas d'échanger, de faire des pitches de start-up, de mettre en avant des start-up, des investisseurs de chaque territoire. Je pense que ça va nous permettre aussi d'avoir une vision de comment on se positionne et puis surtout, ce qu'on se rend compte, même avec les territoires nationaux, c'est que finalement, on a plus de complémentarité que de véritable concurrence frontale, on va dire, et ça peut être un vrai effet de levier pour nos écosystèmes aussi, maintenant qu'on est plus fort et qu'on travaille bien ensemble, aussi d'aller chercher des leviers à l'international. Je sais que c'est des sujets, que ce soit pour Team Henri Fabre ou le pôle SCS, importants. Créer des synergies au niveau européen, c'est fondamental, bien sûr, et puis donc on travaille effectivement, on a un réseau de à peu près une quinzaine de clusters, voilà, un peu à l'image de Digital Wallonie, qui sont comme nous plutôt des clusters numériques, ou comme Digital Wallonie d'ailleurs, ou alors complètement opposés, au contraire, plus aval, qui sont positionnés dans la santé, dans le retail, dans la mobilité, et avec qui on organise des missions pour créer des synergies, parce qu'effectivement il y a des acteurs voilà, complémentaires aux nôtres. On a des offreurs qui peuvent trouver des cas d'usage chez eux. Et encore une fois aussi, l'Europe et le plan Horizon 2020, etc., ont aidé à voilà, favoriser ces innovations et participer à cette prise de risque. Nous, c'est dans notre démarche, effectivement, au niveau de l'innovation. Ce qu'on fait en général à partir d'un besoin d'un donneur d'ordre ou de plusieurs donneurs d'ordre, c'est on va d'abord chercher au niveau régional, finalement, quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Ensuite, on va élargir au niveau national et parfois on va au-delà. Sur Israël, on est allé sur Tel Aviv chercher des startups sur le salon sur Tel Aviv. On a un partenariat aussi avec une université américaine dans le Texas, avec les arts et métiers d'Aix. Et puis après, on va chercher au Luxembourg, en Belgique, en Irlande aussi des PME sur différents domaines. Et quand on considère que c'est finalement le champion ou celle qui est à l'état de l'art sur le moment, que ce soit une PME, un offreur de solutions, mais ça peut être aussi un laboratoire académique. Là, c'est pareil, avec l'Autriche, on a eu des échanges avec un laboratoire sur un domaine particulier, sur des problématiques de revêtement. Dans ces cas-là, on travaille avec eux. Voilà. Et tu connaissais Digital Wallonia ou pas du tout? Non, je ne connaissais pas, non. D'accord. Jida, quel message voudrais-tu faire passer au Sud? Je sais qu'il y a régulièrement où vous essayez là, de venir dans le Sud, parce que vous avez un interlocuteur là, qui est sur Lyon, là, qui est passé il y a une quinzaine de jours. Si tu avais un message à faire passer, et puis peut-être une prochaine rencontre, voilà. Alors je sais que le pôle SCS, vous connaissez. Enfin, moi personnellement, mais peut-être que vous connaissez la responsable internationale chez nous, non, qui s'appelle Marielle Campanella, non? Moi personnellement pas, mais je suppose qu'il y a des collègues. Ok, et je pense que voilà, Jida, je pense qu'il serait intéressant, tu parlais d'industrie du futur, de voir un peu avec Stéphane voilà, des connexions possibles. Je ne sais pas si tu as voilà, un message à faire passer. Au niveau de la Wallonie, ce qui est important, c'est de ne pas toujours se comparer juste entre nous.
Le but est aussi d'aller voir ce qui se passe à l'international, de développer des coopérations. Donc, au niveau de la Wallonie, on est extrêmement ouvert à ça. Pour nous, soutenir les entreprises spécialisées en technologie avancée, c'est avant tout les aider à voir ce qui se passe ailleurs, de monter des partenariats à l'international, les aider à atteindre de nouveaux marchés et aussi à s'améliorer, notamment voilà, en participant à différents appels à projets. Nous avons aussi différents hubs internationaux qui ont vraiment pour but de faciliter un petit peu cette prise de contact, ces partenariats. Et voilà, donc nous, c'est international, international et international. Et d'ailleurs, dans le cadre de la stratégie de la spécialisation qui est en cours de rédaction, il y a vraiment ce volet international qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on voudrait quand même aider nos entreprises à mieux se positionner et à vraiment avoir une raison concurrentielle et qui se distingue du moins sur certains secteurs niches au niveau de l'Europe. Bien sûr. On aura la chance d'avoir Isabelle sur la conférence Smart City qui nous fera une vision de la Smart City en Wallonie. Ça aussi, ça sera intéressant. Bah, merci Jida pour ton intervention à distance. J'espère qu'il fait beau en Wallonie, comme chez nous. Ça va. Il pleut pas, donc ça va. C'est déjà ça. Voilà. On va passer au mot de la conclusion. On a fait un petit peu le tour. En tout cas, on a essayé de faire un tour, un peu une vision de comment ça avance et vers où on va. Quel serait ton mot de la fin ou de perspective ou de rendez-vous l'année prochaine pour voir est-ce qu'on aura atteint cet objectif-là Je dirais que là, les perspectives, depuis quelques mois, on voit vraiment une reprise des projets, des demandes accrues, notamment pour les laboratoires de travaux autour de capteurs plus miniaturisés, voilà, plus communicants, donc d'intégration multifréquence notamment, donc toujours voilà, plus de performance et plus d'innovation. Donc on voit vraiment que ça repart. Après, voilà. Un impact, je dirais, modéré, mais un frein néanmoins de certains projets, de certains développements. Donc, je dirais que ouais, les perspectives sont plutôt bonnes. Et aussi pour faire un lien avec ce qu'a dit aussi à nouveau Olivier tout à l'heure, c'est tellement important aussi. Il a parlé de l'IA Act. Hein, c'est vrai qu'il y a une réglementation en ce moment, hein, c'est en cours, mais de la Commission européenne sur l'usage éthique de l'IA. Et ça va rassurer nos concitoyens et ça va permettre de déployer de manière massive justement l'intelligence artificielle dans la Smart City notamment, puisque notamment en France, hein, on n'est pas comme les Américains, nos données personnelles sensibles, de santé, etc. sont très protégées. La RGPD a permis à la Commission européenne de faire des travaux et de montrer qu'elle pouvait être pionnière au niveau mondial là-dessus. Et le même travail est en train d'être fait par la Commission européenne sur l'IA éthique, et donc on va pouvoir aussi à nouveau utiliser l'intelligence artificielle dans un contexte de confiance. Et c'est de très bon augure et ça va offrir de très belles perspectives. Je pense que dans un an, ce sera un des sujets de l'événement, comment l'IA... D'abord, on va réfléchir, je pense, aussi aux événements, parce que baser tout sur une techno, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, peut-être on passera sur du sectoriel aussi, parce que tout est complémentaire. Donc, c'est vrai que c'est difficile de faire un focus en particulier. Stéphane, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme mot Alors, on en parlera peut-être après sur la partie Smart Industry. On doit développer, on a eu la lettre des services du Premier ministre. On va devenir la première ou une des premières plateformes régionales d'accélération industrie du futur. Donc, on a pas mal de pain sur la planche là, sur les mois à venir. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser, tester et ensuite accompagner les entreprises sur des sujets industrie du futur. Et puis on s'appuiera sur le DIH qui va sortir aussi prochainement sur la partie côté SCS. Il y a effectivement une accélération des projets, notamment au niveau des donneurs d'ordre. L'idée à travers la plateforme, c'est aussi de pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise sur l'intérêt d'adopter des technologies du numérique, de l'industrie du futur dans leur entreprise. Et l'intérêt, comme je parlais, le business case, l'intérêt économique finalement pour l'entreprise. Il y a encore du travail à faire parce que des fois, les industriels vont peut-être sur des raccourcis, donc il faut vraiment les sensibiliser aux gains que ça peut leur apporter de façon globale par rapport à finalement aussi la stratégie avant tout de l'entreprise.
hein, sa stratégie, son modèle économique, ses marchés, et du coup après voir comment le numérique peut venir accompagner la croissance et la compétitivité de l'entreprise, parce que finalement c'est ce qu'on recherche au final. Donc là, il y a encore, je pense, du travail à faire. J'ai dit que le marché il était mature. Oui, c'est vrai, on a de plus en plus de cas matures. Ça reste quand même beaucoup encore très, on va dire, donneur d'ordre TI. Et maintenant, il faut qu'on arrive à le diffuser aussi au niveau des PME. Des PME industrielles, je veux dire, bien sûr, pas des offreurs de solutions. Ouais. Très bien. Merci. Je ne sais pas si Olivier... Non, ils avaient un peu de temps, donc c'est pour ça qu'on les avait mis au début, parce qu'ils avaient un agenda très rempli. Djida, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de conclusion ? Quelques mots de conclusion. Déjà, je voulais remercier pour cette initiative. Je pense que c'est déjà une bonne chose de pouvoir ouvrir ce genre d'événement, de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, d'échanger, de s'inspirer et de finalement de s'évaluer et de voir où on est toutes les régions. Et finalement, grâce à ça, on peut aussi développer de nouveaux partenariats, identifier des bonnes pratiques à mettre en place sur notre territoire. Merci en tout cas pour cet événement et pour l'invitation. Merci Djida, merci d'avoir répondu présent. Je voulais remercier donc tous les intervenants et intervenantes. On a réussi quand même à avoir des femmes, ce qui n'est pas toujours évident dans le monde du numérique. On le verra sur la Smart City. Cet après-midi, on a fait l'égalité, donc un homme, une femme, on est 8, donc c'est énorme. Mais en tout cas, merci. On aura plusieurs conférences disponibles à distance, donc la prochaine est à 11h sur la Smart Industry, à 14h sur la Smart City, et à 16h30 sur la partie Smart Mobility et Smart Energy. On a des ateliers aussi en parallèle. Fabienne enchaîne à 10h45 un atelier dans la salle des ateliers sur les perspectives de l'IoT par rapport à l'étude dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est une édition encore particulière. On espère en tout cas que voilà, ça permet de donner une dynamique aussi à la reprise du présentiel. Même si on garde le distanciel, je pense que le distanciel apporte aussi ces échanges à distance. Et pour ceux qui ont des agendas compliqués, voilà, merci à vous. Et bien, on fait une petite pause avant la prochaine conférence. Merci.